ça, c'est extrêmement difficile. Hein. Voulez-vous répondre à cela? J'y ai jamais songé, d'ailleurs. Tintin. 100 millions d'albums vendus en plus de 30 langues, un succès qui en 60 ans n'a cessé de grandir, s'imposant de génération en génération. Derrière cette œuvre, un homme d'allure discrète et douce, éternellement dans l'ombre de son personnage, à croire que son propre visage se confond avec la tête ronde et vide de Tintin. Lorsqu'on l'interrogeait, Hergé répondait toujours de la même façon, de manière aimable et un peu fade, finissant par rendre inévitable cette question: comment cet homme put-il être l'auteur de cette œuvre? Mais il a eu des parents, comme tout le monde, comme vous et moi, j'imagine. Mais du moment qu'on fait intervenir des parents, ou disons des parents, il n'y a plus d'aventure possible pour un garçon, comme ça, hein, n'est-ce pas? Il y a trop d'impératifs. Il y a trop d'impératifs, il doit obéir à ses parents. Par conséquent, ça alourdirait toutes les aventures. Et il vaut mieux qu'il soit libre comme l'air et qu'il soit absolument capable de partir à n'importe quel moment pour n'importe quel pays. Une fois de plus, Hergé affaiblit sa réponse à force de la polir. Si Tintin n'a pas de famille, c'est d'abord parce qu'Hergé a voulu, en le créant, se débarrasser de la sienne, donnant à son héros les horizons dont lui-même avait tant manqué. Il disait encore à la fin de sa vie à quel point son enfance avait été grise. Grisaille de cette famille où l'on se parle peu, où il n'y a pas un livre, pas une idée. Grisaille de ces déménagements pour des habitations presque semblables, toutes situées dans le même pâté de maison. Grisaille de cette chambre à l'œil de bœuf. Grisaille de ce collège où il s'ennuie à mourir en dépit de ses succès scolaires. Grisaille de ces locaux du XXe siècle où il se morfond au service des abonnements. Le directeur du journal, l'abbé Wallet, a remarqué les dessins que le jeune homme publie dans une petite revue scout. Il pousse Hergé à prendre des initiatives, lui donne la responsabilité de toutes les illustrations du XXe siècle et bientôt d'un supplément pour la jeunesse. C'était un journal conservateur, très conservateur. Nous avions par exemple des religieuses qui écrivaient en disant nous avons utilisé le savon que vous nous avez recommandé dans votre numéro, parce qu'elles croyaient que les publicités, c'était des recommandations. Donc, c'était des maisons catholiques, alors elles pensaient. Donc, on pouvait acheter. Parce qu'on achetait que des chocolats catholiques à cette époque-là. Les lecteurs du XXe siècle achetaient des chocolats catholiques et pas du Victoria, par exemple, qui était libéral. Côte d'Or, c'était catholique. Et un tas de choses comme ça. Et dans les savons, la même chose. Le XXe siècle, c'était tout à fait catholique. L'abbé Wallet était un homme de droite. Il était même un peu fasciste, l'abbé Wallet. Il connaissait Mussolini. Et il était très, très fascisant. Et il connaissait... Georges était très intime avec lui. Moi, je n'ai jamais été très intime avec l'abbé Wallet, mais il a eu beaucoup d'influence sur Georges. L'abbé était un homme extraordinaire, avec des idées, je dirais presque... pas d'avant-garde, mais pas dans le mauvais sens, quoi. C'est un homme qui voulait faire le bien autour de lui, qui voulait... Je ne sais pas exactement le dire, mais c'était vraiment un prêtre extraordinaire, enfin. Un homme extraordinaire, qui n'a pas été tellement aimé, hein. Parce que je crois que l'étant ce qu'il était, ça n'a naturellement pas tellement de sympathie, hein. Ça a mal tourné, quoi. Il était très convaincu de ce qu'il disait, et puis, pour la guerre aussi, je m'excuse, il a toujours dit qu'on ne devait pas faire la guerre aux Allemands. N'est-ce pas que c'était une erreur? Et le hasard a prouvé que c'était assez vrai, quand même. L'abbé Wallet employait au XXe siècle une série de personnages pittoresques à la fonction mal définie. Monseigneur Schirgens, prélat de sa sainteté et critique littéraire, René Weverberg, commissaire au scoutisme et grand reporter à 16 heures, Monsieur Séné, ex-marchand de cravates recyclé aux archives, ainsi bien sûr qu'un comte russe, digne martyr du bolchevisme. Mikhail Mikhailovitch Perovski Potrovo-Solovovo. On n'a pas oublié son nom tant donné après, qu'on appelait le comte Perovski. On l'appelait comte, plus simplement. Et ce type était très miséreux. On l'avait pris. L'abbé Wallet l'avait pris parce qu'il fallait le sauver. Il écrivait un très bon français, il parlait sans accent, il parlait 5-6 langues. Et il faisait de temps en temps aussi
des lettres d'Angleterre. Alors il changeait de nom, il faisait la lettre de notre correspondant anglais. Et puis il descendait porter sa copie. Et le secrétaire de rédaction disait « Merci, comte », mettait directement au panier. Je crois qu'il n'y avait rien qui passait de lui. Sauf les petits contes qu'il m'a apportés, les petits contes russes que j'ai remaniés pour le petit 20e. Malgré la bonne volonté de tous, le petit 20e ne décolle pas tant qu'Hergé se contente d'illustrer la navrante aventure de Flup, Nénesse, Poussette et Cochonnet. Norbert Wallet en est certain. Hergé est capable de mieux. Alors la mère dit, écoutez, vous créez un petit bonhomme avec son chien, et naturellement, qui a toutes les qualités du monde, hein. Tintin, ça fait certain. Hein, puisque c'était catholique, ça, il fallait naturellement. Et c'est comme ça qu'est né Tintin, grâce à l'abbé Wallet. Mais naturellement, c'est Georges qui l'a inventé, mais c'est l'abbé qui a eu l'idée. Le 10 janvier 1929, l'expédition de Tintin au pays des Soviets commence. Le dessin est sommaire et le scénario à peu près inexistant. Georges, je n'ai jamais vu s'encombrer non plus de messages. Je crois que au petit 20e, Georges n'avait absolument aucun message. Il faisait quick et flup que ça n'amusait pas toujours. Moi non plus, ça ne m'amuse pas toujours, parfois difficile. Mais enfin, il le faisait, il avait commencé ses quick et flup, qu'il fallait les continuer. C'était plus son martyr que Tintin. Tintin, il passait quelques nuits à faire le scénario, et puis, le scénario, enfin, le synopsis, c'est ça, oui. Et puis, il fallait le faire plus détaillé, alors il partait, il avait son Tintin, et donc, il pouvait le travailler plus à l'aise. Tandis que Quick et Flup, c'était de travailler la petite semaine. Hein. Et quand il ne trouvait pas, alors il tournait en rond. Non? Il était inquiet, alors. Mais il faisait ça pour amuser les gosses, les lecteurs. Enfin, il n'a jamais pensé, il ne pensait pas évidemment à ce moment-là que Tintin deviendrait quelque chose d'aussi énorme. Tintin arrive à la gare du Nord, et on allait chercher en landau, et il y avait une fête, comment dirais-je, au 20e. Et quand il est revenu du Congo, on a fait la même chose. Mais là, on a pris des landaux avec des noirs. Et à la rue de la Madeleine, on a été acheter des tas de trucs qu'on a comme ça achetés par la fenêtre, enfin, pour que les gens, pour que les gosses aient un petit souvenir de Tintin au Congo, quoi. Ces retours triomphaux convainquent Hergé de prolonger les aventures de Tintin. Au petit 20e, où Quick et Flup continue de sévir, l'ambiance reste très bon enfant. Nous avions acheté une fausse tache d'encre de Chine. La bouteille n'allait pas, alors nous avons vidé une bouteille de l'encre que Georges utilisait. Et quand elle était bien sèche, nous avons mis la tache et la bouteille. Et puis nous sommes restés dans notre coin. Et Georges est rentré en sifflotant. Excuse me, lady, excuse me. Hein, c'était une de ces petites chansons, là, ou bien Our little dream castle, with every dream gone. Je vois toujours mon Georges, toujours très élégant. Hein, petit chapeau coquin. Puis il entre, il déshabille. Ah! Il change de figure. Oh! Non! Non! Mais qu'est-ce que c'est? On n'a pas fait exprès, Georges. Non, pas possible. Il avait les larmes aux yeux, il devait pleurer. Il avait tellement travaillé à cette page. La fausse tache est enlevée, et tous les jeudis, le succès des personnages d'Hergé multiplie par 6 le nombre de lecteurs du XXe siècle. Si Tintin parcourt hardiment la planète, le jeune Hergé ne quitte guère son bureau. Pour les 4 premières aventures du petit reporter, il n'a ni le loisir ni l'envie de se documenter et reflète sans vergogne la naïveté de son temps et le climat idéologique dans lequel il baigne. C'est sous l'influence de Norbert Wallet qu'Hergé avait envoyé Tintin pour fendre le communisme. C'est également sur ses conseils qu'il envoie le reporter au Congo, dans le but explicite de susciter des vocations coloniales. Même si le soutien paternel de l'abbé lui a permis de démarrer, Hergé sent qu'il est temps de rompre avec l'empire des certitudes. Confusément, il aspire à autre chose et lance Tintin vers l'Orient sans savoir ce qu'il y trouvera. Curieux à l'extrême,
et animé d'un désir constant d'évolution, Hergé est en quête, comme il continuera toute sa vie de l'être, d'un guide, d'un complice ou d'un initiateur. En 1934, il saisit instantanément la chance que représente pour lui la rencontre de Chang. Maintenant, je veux envoyer mon Tintin en Chine. Je n'ai jamais été en Chine. Je n'ai pas de documents littéraires ni imaginaires. Je veux bien dérouler dans les événements authentiques, mais je n'ai jamais eu le vrai document. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je dis, Monsieur Hergé, cela n'est pas grave. Je vais vous raconter tout ce que je sais, tout ce que j'ai écouté et tout ce que j'ai vu. Chang et Hergé commencent alors la préparation du Lotus bleu, qui prend le contre-pied du discours de l'époque, généralement pro-japonais. Le propos est si vif qu'il suscite les protestations de l'ambassade du Japon. Soutenu par Chang, Hergé va pourtant tenir bon. Au fond, nous n'avons pas insulté le Japon. Nous avons critiqué le militarisme japonais qui crée des bêtises pour détruire la paix. Mais l'apport de Chang est loin d'être uniquement idéologique. Étudiant en sculpture et fin connaisseur de la tradition picturale chinoise, Chang va initier Hergé aux subtilités du pinceau. Alors je lui présentais un livre très simple pour les études de dessin en linéaire en Chine. Comment on dessinait la pierre, que le pinceau passé devient la pierre, on sent que c'était très dur. Comment on dessinait les feuilles d'orchidée qui est si souple, on sent que le vent peut le bouger. Si vous dessinez un arbre, il faut comprendre sa force, comment monter, comment prendre l'autre branche pour le tenir, l'équilibre. Véritable détonateur, la rencontre avec Chang permet à Hergé de faire des progrès fulgurants. Désormais, le dessinateur joue du vide et du plein, du délié du pinceau, de la beauté des clairs-obscurs. Très précieuse, qui a beaucoup travaillé avec lui, c'est Germaine, sa femme, n'est-ce pas? Travaillait aussi la nuit à la maison pour finir des planches et mettre ses planches en état. Germaine l'a beaucoup aidé, et dans la conception de dessins, pas de dessins, mais des aventures. Parce que Germaine a beaucoup d'humour aussi, elle était très amusante. Et surtout, elle connaissait à fond le bruxelaire. Mais il travaillait toujours les week-ends. C'est pour ça que même maintenant, à l'âge que j'ai, quand on me dit on fait le pont, ah ben je ne sais pas ce que ça veut dire. Parce qu'on travaillait le samedi, on travaillait le dimanche, on travaillait à Pâques, on travaillait à la Nouvelle Année. Il avait toujours du travail. Parce qu'il faisait Tintin, il faisait Quick et Flupke. Il faisait pour Cœur Vaillant, on jouait Z. Qu'est-ce que vous voulez, il fallait le faire, hein? Il n'avait pas beaucoup de répit. Il a beaucoup travaillé. Ça n'a peut-être pas l'air, mais c'est comme ça. Il a beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé, oui. Mais où je l'aidais, c'est par exemple, je ne sais pas si vous comprenez ça, c'est à faire les lignes, c'est à faire les retouches, c'est à mettre les noirs. Voilà ce que je faisais. Et quant à l'aider, je n'ose presque pas vous le dire, c'est une question d'ambiance, hein. Il est en fait certain que parfois il me posait des questions, mais là, je vous avoue que je ne m'en souviens pas. Au début, je dois dire qu'au début de notre mariage, voilà tous les croquis qu'il faisait, il adorait. Et puis nous étions quelque part, il faisait des croquis de gens, il faisait n'importe où, dans un établissement, un restaurant, il croquait tout le monde, quoi, enfin. Mais ça, il faisait étant jeune. Et alors il partait à la pêche. Ce sont toujours des choses qu'il a aimées. C'est partir à 3 heures du matin sur un bateau de pêche, et toujours des choses un peu en dehors. Il n'aimait pas d'aller au théâtre, il n'aimait pas d'aller au cinéma parce qu'il trouvait qu'il faisait ça lui-même. Qu'il faisait des pièces lui-même et qu'il faisait du cinéma lui-même, alors il n'avait pas envie d'aller le voir ailleurs.
Puis nous partions à Paris aussi, puisque les éditions, ça paraissait à Paris aussi, mais enfin à Paris, nous ne sortions jamais, enfin. Nous étions naturellement, inévitablement invités à des dîners, parce que là, il fallait faire acte de présence, mais je n'ai jamais été au théâtre ou au cinéma avec Georges, ni quoi que ce soit, enfin. C'est moi qui me promenais seul à Paris, il se reposait, et puis le soir, nous faisions acte de présence, enfin. Il n'avait pas la santé qu'il fallait. Il n'était pas malade, mais il n'avait pas... Je vous dis, il a toujours souffert du foie et ça le rendait très fatigué, quoi, enfin. Il a beaucoup travaillé jusqu'à ce qu'il s'est mis en société. Alors là, naturellement, il avait du personnel, il avait de l'aide, n'est-ce pas, non, comment s'appelle-t-il donc? Non. Jacques Martin travaillait avec lui. Alors Edgar Jacobs. Hein? Alors il y en avait encore un autre, dont j'ai oublié le nom d'ailleurs. Il était aidé, hein? Tandis qu'au début, c'était pas tout à fait la même chose. Enfin. Il avait aussi du personnel, mais ça n'était pas... C'était pas du personnel de la même façon. Enfin, c'était plutôt des camarades. N'est-ce pas? Tout ça se faisait comme ça, plus en riant qu'autre chose, quoi. Enfin, ça peut vous paraître drôle, mais c'est comme ça. Mais je crois qu'il n'aurait pas pu faire autrement. Parce que vu l'importance des choses, il ne pouvait pas continuer comme ça n'était pas possible. Il fallait du personnel à heure fixe, à date fixe et tout ça. Je crois. Malheureusement, naturellement, ça a changé tout. En 1939, Hergé réalise l'un de ses rêves en s'installant à Boitsfort, aux lisières de la ville. Quelques mois plus tard, la guerre est déclarée. Du fait de sa santé fragile, Georges est rapidement démobilisé. En mai 1940, l'entrée en Belgique des troupes allemandes met fin à l'existence du XXe siècle. Bientôt, le roi lance un appel à la reprise du travail. Hergé décline les offres de Léon de Grelle, mais trouve refuge au Soir qui paraît sous contrôle allemand. Seule bulle d'oxygène dans ce journal sinistre, Tintin commence à prendre son envol. Pour Hergé, les années d'occupation sont une période d'activité intense et fructueuse. Le capitaine Haddock, le professeur Tournesol et le château de Moulinsart font leur entrée dans la série. Si l'on veut gagner le marché français, il faut mettre les albums en couleur, ne cessait de répéter Casterman. Hergé finit par accepter. Un ancien baryton d'opéra, par ailleurs remarquable coloriste, vient travailler à ses côtés. Edgar Jacobs. Entre les deux hommes, la complicité est totale. Une nouvelle fois, Hergé a l'impression d'avoir trouvé un véritable alter ego. À la Libération, tout s'effondre. Accusé d'avoir collaboré, Hergé est quasi mis à l'index. Il ne passe qu'une seule nuit en prison, mais en restera marqué jusqu'à la fin de sa vie. Son purgatoire n'est pourtant pas long. En 1946, un jeune résistant, Raymond Leblanc, lui propose de créer un hebdomadaire appelé Tintin. Le succès est immédiat. Mais Jacobs s'en va pour créer sa propre série, et Hergé, dont l'enthousiasme s'est cassé, s'entoure de plusieurs assistants. Ça se passait ici, exactement, dans cet endroit-ci, et nous jetions de temps en temps un coup d'œil à l'extérieur. Il faut dire aussi qu'à cette époque, Hergé subissait déjà des problèmes de création, des problèmes de doute de divers domaines, et que souvent, donc, il nous laissait extrêmement libres, je ne vais pas dire libres, mais il fallait presque que nous le poussions un peu à travailler, et c'est comme ça que sont sortis des albums comme Popol et Virginie et les Lapinos, comme tous les Joézettes, comme les Cuc et Flup, qui à l'époque n'étaient plus du tout utilisés, se trouvaient dans des tiroirs comme ça, mélangés, pêle-mêle. Il était très cyclique, hein, c'est-à-dire qu'il avait des périodes très, très moroses, très noires. Il ne le faisait pas fort apparaître auprès de nous, mais nous savions qu'il y avait une difficulté à vivre pour lui. Hein. Il passait des heures entières, notamment par exemple à nettoyer sa bagnole. C'était une Lancia donc. Hein. Et alors des jours entiers, il faisait briller les nickels, quoi. Mais ça c'était pour s'occuper, c'était pour avoir une activité physique ou matérielle qui lui permettait de penser ou de réfléchir. Et ça c'était des problèmes
personnels et des problèmes de créateurs et de doute dans la continuité. Pourquoi continuer? Pourquoi faire ceci? J'en ai marre, j'ai plus d'idées, qu'est-ce que je vais faire? Bon, mais il nous disait pas tout ça, hein, mais on le voyait bien dans les manières d'être et puis dans ses absences. Hein. Malgré qu'apparemment il était fort entouré, un studio nombreux, de personnes nombreuses, des admirateurs et tout ça, je pense en effet que Hergé en particulier était un homme relativement seul et même extrêmement seul à certains moments et à travers sa carrière et à travers sa vie. À la fin des années 40, Hergé va disparaître plusieurs fois, aux grandes dames des responsables du journal Tintin qui ne savent qu'inventer pour justifier ses absences. Parfois, Hergé se réfugie sur les bords du lac Léman, se livrant aux joies du farniente, de la pêche et de la contrebande de cigarettes. D'autres fois, c'est à l'abbaye de Scourmont qu'il se rend, pour retrouver un curieux moine. Mon nom en sioux est la Krota Ishnala. Ça signifie sioux solitaire. Solitaire a deux sens. D'une part, ça fait allusion à la prière solitaire des Indiens, comme je suis religieux, et d'autre part, parce que je suis tout seul ici, loin de mon peuple et de ma famille. Je n'ai jamais été en Amérique. Toutes mes connaissances d'Indiens et tous mes contacts, ça s'est fait en Europe. Là, le jour où j'ai rencontré Hergé la première fois, un père qui travaillait à l'hôtellerie est venu me voir pour me dire qu'Hergé était ici et qu'il désirait me voir. Je suis donc monté à sa chambre ici et j'ai frappé à sa porte. Nous avons parlé un peu, surtout sur les Indiens, et puis je l'ai invité à venir dans ma chambre pour voir des objets indiens. Nous sommes donc descendus cet escalier-là, moi marchant en avant. Alors, arrivé ici, je me suis arrêté, je me suis tourné vers lui. Et il était debout là, devant moi, et je lui ai dit quelques mots. Et de cet instant, je gardais un souvenir très vivant. Hergé, qui était debout devant moi, et qui me regardait. Et je voyais son regard qui avait quelque chose de candide et qui me faisait penser à Tintin. Voici la chambre où j'ai conduit Hergé pour lui montrer les quelques objets indiens que j'ai ici. Et voici par exemple une flèche. Il ne faut pas faire d'illusions sur les flèches indiennes. C'est environ 60 cm de long, avec des plumes très longues, très basses, 3 plumes, et devant une pointe en fer à barbe. Les soldats, dans les guerres indiennes, avaient plus peur des flèches que des balles. Alors nous en avons parlé, parfois nous allions nous promener sur un bout de route qui existe toujours encore, mais nous allions surtout dans un petit bois de 3 hectares que certains appelaient la réserve indienne. Parce que là-dedans, je pouvais faire des choses indiennes et j'étais tranquille. Et là, nous avons fumé le calumet, nous nous sommes assis dans une clairière et nous avons parlé. Il y a le grand rite et le petit rite, n'est-ce pas? Le grand rite, évidemment, prend le calumet comme ça. Et puis on le met la poche comme ça, on prend le tabac comme ça, on le met dedans, on le bourre. Et puis alors on l'allume. Comme ça. Et quand c'est allumé, on fait comme ça. Et puis alors on le fume. Et puis alors on le passe comme ça à l'autre. Et puis quand c'est fini, quand c'est éteint, ben on fait comme ça. Et on dit mitakuye oyase. Ça veut dire nous sommes tous parents. Tous les êtres de l'univers. Parce que le calumet, l'usage du calumet, c'est une entrée en communion avec tous les êtres de l'univers. Et c'est dans ce sens-là que c'est un instrument de paix. Parce que quand on est entré en communion avec tous les êtres de l'univers, donc aussi avec la personne avec laquelle on a fumé, on ne peut plus faire la guerre après, du moins pas tout de suite.
que chez Hergé, il y avait quelque chose de semblable entre les moines tibétains et les Indiens. Parce que les Indiens sont des gens pour qui la religion, pour qui la prière, tout ça est très important. Et chez les Indiens aussi, on constatait des phénomènes paranormaux comme ça, comme on trouve aussi chez les Tibétains. Et c'est surtout ça qui l'intéressait. Parce qu'on voit les Indiens toujours comme guerriers, n'est-ce pas? Mais ça, c'était... Oui, ils se bagarraient entre eux, les tribus, mais c'était plutôt du sport. Mais quand les Blancs sont arrivés, ont fait la conquête du continent, les Indiens devaient évidemment se défendre. Ils avaient le choix entre être anéantis ou se défendre. Alors ils se sont défendus avec la dernière énergie, n'est-ce pas? Et alors aux Blancs, ils sont apparus surtout comme des guerriers. Mais cette image est un peu faussée. C'était un peuple qui avait sa culture, son mode de vie, sa façon de penser. Hergé gardera toujours un grand intérêt pour ce peuple. En 1957, il envisagera de consacrer tout un album à la situation actuelle des Peaux-Rouges, faisant du Père Gall l'un des protagonistes de l'aventure. En 1971, lors de son premier voyage aux États-Unis, il se rendra dans la réserve de Pine Ridge, mais sera atterré par l'effritement de cette civilisation. Alors il était très très déçu et il est venu me voir, mais il ne m'a pas parlé de sa déception. Je crois qu'il était trop délicat et croyait me faire de la peine. Je l'ai appris plus tard, alors que je savais tout cela, je savais tout ce qui se passe dans les réserves. Parce que s'il m'en avait parlé, j'aurais pu lui expliquer. Et malheureusement, il ne l'a pas fait. Et somme toute, son voyage semble avoir été une grosse déception. Plus que jamais, Hergé est à la recherche de complices, capables de l'initier à de nouveaux savoirs et de lui faire retrouver son énergie. Pendant la guerre, il a rencontré Bernard Heuvelmans, chanteur de jazz et vulgarisateur infatigable, qui l'aide à finir le Temple du Soleil, avant de l'assister dans un projet beaucoup plus ambitieux. Hergé avait été tellement enthousiaste de la façon dont je lui avais terminé le scénario donc, du Temple du Soleil, qu'il m'a demandé un jour, est-ce que tu ne pourrais pas me faire le scénario d'un album tout entier? J'ai dit, oui, mais sur quel sujet? Ben justement, quelque chose de tout à fait dans tes cordes, un voyage interplanétaire. Je dis, tu te lances dans la science-fiction maintenant? Il dit, oui, c'est dans le vent. Tintin, j'ai un peu lassé de le faire se promener dans tous les pays du monde. Maintenant, il pourrait aller dans l'espace. Je dis, bien, bon, on pourrait l'envoyer sur la planète Mars. Là, il y a encore des mystères. Non, écoute, soyons modestes. Dit-il, la Lune, je dis, mais la Lune, il n'y a rien à voir sur la Lune. La Lune est mieux connue que la Terre elle-même. Il dit, oui, mais il faut aller par petits pas. Et je dis, bon, la Lune, il n'y a pas grand-chose à tirer de ça. Mais en fait, Hergé avait raison, vu le succès qu'ont eu ses albums. Il fallait être modeste. Il connaissait admirablement son public. Je crois que ça, c'est un de ses grands dons, c'est qu'il avait le flair pour savoir ce qui plaisait à son public. Hergé, lui, a voulu être rigoureux. Il a voulu, en fait, réaliser d'avance ce qu'on allait réaliser plus tard. Et pour ça, je lui ai apporté une documentation tout à fait précise. Et nous avons discuté, parce qu'il me posait des centaines de questions sur, oui, mais s'il arrive ceci, et comment diriger la fusée, est-ce qu'à mi-course, il faut retourner, etc. Enfin, les moindres détails, et sur la fabrication, et sur l'aménagement même de la fusée. Quand j'ai lu dans les journaux par la suite, Hergé, le prophète scientifique extraordinaire, etc., alors moi qui lui avais donné toutes les explications et la documentation technique, je me suis rendu compte, je n'ai rien inventé du tout. Je n'ai fait qu'extrapoler.
La complexité technique de l'aventure lunaire a conduit Hergé à élargir l'équipe qui travaille autour de lui. Un jour de 1956, pendant la préparation de coque en stock, Hergé et son principal collaborateur, Bob de Moor, partent en repérage sur un cargo suédois. C'était d'abord très amusant parce que on faisait connaissance avec le capitaine, d'abord avec son lieutenant, que Hergé tout de suite l'appelait Alan Ladd. Il a pris une vedette de cinéma de l'époque, il avait vraiment la tête d'Alan Ladd. Il ressemblait un peu aussi au lieutenant du capitaine Haddock, Alan. Il avait la casquette de marin, tout ce qu'il fallait, le pull bleu foncé, avec ses grades, son grade. Et donc on faisait connaissance avec ces gens-là. Le soir, on mangeait chez le capitaine, à la cabine du capitaine, avec les officiers. Il y en avait deux, je crois, le chef mécanicien, deux officiers, le capitaine, Hergé et moi. Et alors là commençait quand même une randonnée, enfin on n'a pas arrêté à boire, je dois dire, sur ce bateau. Parce que les Suédois, bon, ça pompe beaucoup. Et tout, du vin, de la bière, de l'aquavit surtout, genièvre, tout ce que vous voulez. Et il faisait toujours skål. Puis on recommençait tout le temps. C'est que, bon, à la fin, on ne savait plus très bien si ce bateau bougeait, c'était nous. Bon, voilà, c'était la première soirée. Le lendemain, on a commencé à travailler. C'est-à-dire, je prenais des photos, prenais des petits croquis. Moi, je dessinais beaucoup sur les ponts, dans les coursives, les cabines des marins. Et tout ça, je crois, ça se sent quand même dans le... Après, en dessinant donc cette histoire, le décor et aussi l'ambiance, enfin, on sentait que ça... Parce qu'il y avait quand même des détails qu'on n'aurait pas inventés. Et bon, voilà, le voyage qui durait pas longtemps, ça faisait 2 jours et 1 nuit, je crois, puis qu'on arrivait à Göteborg, là. Il y avait personne qui venait nous accueillir, on ne nous connaissait pas. On était complètement ronds. Et moi, je faisais un petit dessin pour le capitaine Anderson. Et j'avais dit, vous voulez pas faire un petit dessin? Il faut quand même à ce brave homme donner un souvenir à nous. C'est moi qui ai dessiné. Et Hergé, il courait, j'entendais crier. Il courait long en large du bateau. Et il criait, Where is Greta Garbo? Where is Greta Garbo? Et voilà notre aventure qui était terminée. Et Hergé avait dit, mais on va encore refaire ça. Malheureusement, on n'a plus le fait. Ce qu'il a vécu à cette époque-là, ça se sent dans son histoire et ça se sentait aussi dans sa manière de travailler. Donc, en effet, c'était pas toujours le même rythme comme ça, le même train-train et tout cela. Non, malgré que tout ça était bien solide, ce studio, que c'était bien construit et que tout pendant 36 ans, ça avait l'air de quelque chose de vraiment... bon, qui aurait pu continuer encore avec Hergé longtemps comme ça, une époque on pourrait dire de calme, mais non, bien entendu, dans ce calme, dans cette époque calme, il y avait des passions qui étaient là. Mais comme il était un homme censé, intelligent, de l'ordre, ça se sentait pas sur la surface. Et même sur la surface, il n'était pas comme ça non plus. C'est pas le gars qui commençait à gueuler, à se fâcher vraiment. Seulement, son père m'a dit un jour, mais les colères d'Hergé, ils sont terribles. C'est une colère froide comme ça, c'est une colère où quand il dit quelque chose, il dit ça sur un ton, là, mais paf, vous êtes complètement démoli. Et c'était vrai. De temps en temps, il sortait comme ça. Bon, que j'ai entendu. C'était pas... Avec les années, l'élaboration des scénarios devient de plus en plus difficile. Avant d'aboutir à ces histoires si claires, les tâtonnements étaient nombreux. En 1957, les hésitations sont plus grandes que jamais. N'arrivant pas à se décider, Hergé va partir sur plusieurs pistes narratives et entamer la réalisation d'un album qui n'aboutira pas, Tintin et le Thermozéro. Hergé était environné de croquis, de papiers divers, parce que on a d'Hergé l'idée d'un personnage très net. Quand Hergé fonçait dans les croquis, il avait de la mine de crayon jusque dans les oreilles, il était absolument hirsute. Et là, j'étais tombé dans un moment d'énervement où il m'avait dit, j'ai 3 idées à la fois, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je vais regarder, j'étais assez ennuyé. Et
à un moment donné, il m'écoute et puis il me dit « Mais tu n'en aurais pas une 4e ?» Alors moi, j'étais assez pris de court. Je dis « Pourquoi? Pour un autre dessin animé? Non, pour un album. Après tout, je comprends pas pourquoi tu fais des dessins animés et pas du scénario pour moi. » Alors, bien sûr, il y avait un petit détail qui était que si on donnait des idées à Hergé, il était convenu d'avance, mais convenu de part et d'autre, que le nom du scénariste n'apparaîtrait pas. Ça devait être... Parce que les lecteurs n'auraient pas suivi. Il fallait que ce soit par Hergé. J'ai dit, je crois que j'ai une ou deux idées qui traînent, qui n'étaient pas destinées tout à fait à Tintin au départ, mais à mon avis, il suffirait d'un rien pour que ça puisse coller. Et il me dit, quand est-ce que tu peux me donner ça? Je dis, après-demain. Et je suis arrivé avec peut-être 5 ou 6 feuilles dactylographiées, pas plus, qui étaient 2 variations sur un même point de départ. Les 2 idées partaient d'un accident de voiture dont Tintin est témoin. Il couvrait un blessé de son manteau et le blessé qui était lui-même poursuivi, traqué, se débarrassait de quelque chose. Un quelque chose, grand point d'interrogation, qui glissait dans une poche du vêtement qu'on avait étendu sur lui et qui était le vêtement de Tintin, si bien qu'après on emmenait le blessé et Tintin récupérait son vêtement sans s'apercevoir tout de suite qu'il avait quelque chose dans la poche et c'est lui qui devenait la cible. Le scénariste, en l'occurrence moi, apportait au fond deux fils parallèles. Et l'un, c'était le développement de l'aventure, l'autre, c'était les gags. Les gags, c'était des points de départ de gags, parce qu'on savait, enfin je savais que Hergé allait vouloir les développer lui-même. Et il y avait des petits signes annonciateurs quand il chauffait sur une idée de gag, quand il voyait ou pressentait ce qu'il allait pouvoir en tirer. Et un truc assez amusant, c'est que il était aussi quick et fluke en même temps qu'il pouvait être Tintin ou Haddock. Et quand il était vraiment content, il se mettait à parler bruxellois, donc le bruxellaire, comme on dit. Et là, il cessait de me tutoyer et il me disait des choses du genre « Eh ben là, monsieur, vous savez, vous avez eu une toffe idée. Hein » Il griffonnait sur le papier... c'était une soupe, c'était une bouillie incroyable, ces dessins. Et puis, ça, c'était dans la fièvre. Et puis, il allait se laver les mains, se recoiffer et tout. Il revenait, il mettait son papier calque sur le gribouillis. Et le crayon partait alors d'une façon absolument... C'était le scalpel d'un chirurgien. Et dans cette bouillie pour les chats, où aucun autre dessinateur ne se serait reconnu, lui allait extraire le trait qu'il fallait. Quelle que soit l'efficacité de la course-poursuite imaginée par Greg, Hergé ne se retrouve pas vraiment dans cette histoire. Après 8 planches de crayonné très poussées, il renonce à dessiner Tintin et le Thermozéro. Je crois que j'ai fait une erreur à ce moment-là, qui est que je voulais vraiment faire preuve de conscience professionnelle, et j'ai écrit un véritable petit roman où rien n'était laissé dans l'ombre. Alors Hergé a lu tout ça d'une traite, il était enchanté. Et puis, malgré tout, j'ai vu à un moment donné qu'il se rembrunissait. Et il était arrivé ceci, c'est que je ne lui avais plus laissé aucune liberté. Il ne restait qu'à transposer en image ce que j'avais écrit. Or ça, quand un dessinateur et un auteur a une personnalité comme celle d'Hergé, c'est pas possible. Dans les notes d'Hergé, l'idée d'envoyer Tintin au Tibet revient de plus en plus souvent. Au printemps 1958, elle supplante définitivement les autres pistes. Renonçant à tous les trucs d'un scénario bien ficelé, Hergé compose son album le plus personnel. Hergé m'avait parlé d'un album qu'il voulait consacrer à mon grand dada, qui était l'Homme des Neiges. Et il m'a simplement demandé de lui fournir un dossier très détaillé sur cet animal, accompagné d'ailleurs de
reconstitution qui avait été faite sous mes directives par ma femme. Et je croyais encore à cette époque que le Yéti était un grand singe de taille considérable, qui dépassait 2 mètres, atteignait 2,50 mètres. En réalité, le Yéti est un être qui ne dépasse guère la taille d'un adolescent. C'est, disons, un grand singe de la taille du chimpanzé ou de l'orang-outan. Et c'est, à mon avis, un parent peut-être éloigné de l'orang-outan, disons un orang-outan terrestre plutôt qu'arboricole. Il en fait un être, en fait, très, très gentil, très, très doux et très sympathique. Il avait un grand amour des animaux. Il y avait tout. Je me souviens, lorsque j'allais chez lui, avenue de l'Œil, il y avait toujours ces siamois qui étaient là et qu'il adorait. Il a toujours aimé les animaux. Et je pense que cet album-là, sur L'Homme des Neiges, était un tribut qu'il payait à l'animalité avec laquelle il avait de grands contacts. Et Hergé croyait profondément à la réalité de tous ces phénomènes de voyance, de télépathie, de prémonition. Il les traitait très sérieusement. Parce que, regardez, si vous faites une comparaison entre la façon dont il traite le phénomène de l'apesanteur dans l'aventure lunaire, ça devient une chose comique. Or, c'était une chose qui était établie, fondée sur des bases scientifiques. En revanche, dans Tintin au Tibet, lorsqu'il montre le phénomène de lévitation et qu'il montre ce saint homme qui s'élève au-dessus du sol, il n'y a plus de gag. Il traite ce phénomène d'une manière très sérieuse et avec une grande déférence, parce qu'il y croyait profondément. Et ça a influencé toute sa vie. L'élaboration de Tintin au Tibet coïncide pour Hergé avec une période extrêmement difficile. Déchiré par une crise sentimentale, il se décide finalement à quitter Germaine. Ici, la maison, c'était le repos du guerrier. Voilà, il rentrait ici. Quand il me parlait du studio ou de son travail, c'était pas tellement au point de vue du travail lui-même proprement dit, mais c'était surtout les contacts humains qu'il avait. Il sortait toujours de sa serviette une lettre ou l'autre. Il me disait, regarde, lis ça, regarde comme c'est touchant. C'était plutôt à ce point de vue-là. C'était professionnel, strictement professionnel, dessin, non. Ça pas. Peut-être qu'il n'en éprouvait pas le besoin, ou c'était tellement pas cloisonné, mais enfin, bon, c'était un autre homme quand il rentrait à la maison. Avant le voyage, évidemment, c'était pas tellement nécessaire pour lui. Alors, il dit, oh, tu crois vraiment? Oui, oh, si longtemps, mais tu dis, oui, bien sûr, il faut, oui, ça vaut la peine, il faut pas partir 2 jours, on va loin. En fait, le premier grand voyage qu'on a fait, c'est pour des raisons de santé, parce qu'il devait aller suivre, pas un traitement, en tout cas des examens aux États-Unis. Et donc là, ça a été un petit peu presque forcé qu'on a fait ce premier voyage. Et puis, évidemment, moi, j'en ai profité pour lui dire, bon, ben voilà, on va aller voir ça. Il m'a dit, mais tu es folle, mais tu n'y penses pas. J'ai dit, oui, bien sûr. Puis, en fait, quand il était parti, il était absolument ravi et il aurait volontiers prolongé. Et ça, c'était comme pour le cinéma. Il voulait jamais aller au cinéma, mais une fois qu'il y était, il était ravi d'y avoir été. Il s'est intéressé, évidemment, de plus en plus à l'art, bien sûr. Et alors, il y a eu toute cette philosophie extrême orientale. Il y a eu pour lui le taoïsme qui a été une grande découverte et il s'est plongé de plus en plus là-dedans. Et au fur et à mesure qu'il développait cette philosophie, bien, on aurait dit que ça a compensé quelque chose et qu'au fur et à mesure, il se détachait un petit peu du restant. C'était la maturité, une sagesse qui est venue. Et je pense que c'est un processus assez normal, d'ailleurs. Au moment même où Hergé ralentit son rythme de création, le succès des aventures de Tintin prend des proportions considérables. Hergé se soumet poliment aux obligations de la gloire. Il s'est construit un masque lisse et souriant, celui que le père de Tintin doit avoir, et répète inlassablement les mêmes réponses aux mêmes questions. Le thème, je ne vous en dirai pas beaucoup parce que
c'est toujours le secret professionnel, ça. Et comme dirait les Dupont, motus et bouche cousue. Mais c'est un thème très simple. Et contrairement... Vers 1960, Hergé commence à s'intéresser à l'art contemporain, s'initiant d'abord chez son tailleur, puis fréquentant assidûment la galerie Carrefour, qu'anime un ami de son frère, le colonel Marcel Stahl. Oui, c'est surtout lui qui m'a incité à m'installer chez lui. Enfin, comme nous étions amis de toujours, et il s'est occupé de la location même de la galerie pour moi, enfin, je peux dire, au départ. J'ai bon souvenir, c'est lui qui a, pour me forcer à m'installer à côté de lui, a réglé le premier trimestre de location de la galerie. C'est un détail touchant. Mais exact, comme il voulait m'avoir à côté de lui, parce que depuis toujours, on parlait peinture et dessin. Voilà. Je connaissais tellement bien, je connaissais la fuite de son regard, il savait bien, je connaissais mes enthousiasmes. Et alors, on attendait beaucoup l'un de l'autre, comme ça, je ne sais pas, c'est assez difficile d'expliquer. Beaucoup l'un de l'autre, parce qu'il avait un tempérament totalement différent du mien. Et par conséquent, je devais apprendre de lui comme il devait apprendre de moi. Au fond, c'est toujours la même chose. Bon, les artistes, Hergé est un artiste, veulent toujours étendre leur domaine. Il voulait donc toucher à la peinture. Et il a trouvé à ce moment-là que c'était Van Lint qui était le meilleur professeur possible pour lui. Et c'est alors qu'on a vu apparaître les toiles que voilà. Il avait à cette époque-là, il avait une passion malgré tout très actuelle avant de venir chez moi. C'était Miro. Il adorait Miro. Et alors, un des premiers tableaux qu'il a fait, c'est celui-là, mais déjà avec l'aide de Van Lint. Vous voyez, il y a des rapports de technique qui sont là, évidents. Alors, quand il a poussé son étude, il est arrivé à ce tableau-là qui, lui, vraiment, quand on représente, est très proche de ce que Van Lint lui a enseigné. Quand on voit ce rapport entre les deux, là, tout n'y est pas, parce qu'on n'a pas les coutures. Il n'y a pas les coutures chez Hergé, qu'il y avait chez Van Lint, mais tout de même, la situation des plans est un peu identique. C'est une bonne toile, c'est incontestable. D'ailleurs, la plupart des gens, quand ils voient des Van Lint, ils s'exalisent celle-là en disant, mon Dieu, voilà, c'est très proche de Van Lint. Mais ça traduit bien c'est ce qu'il a voulu chercher, et qu'il a vu que c'est une chose qui allait peut-être le détruire dans le raffinement qu'il est arrivé dans l'expression de la bande dessinée. Enfin, voilà. Oui. Des premiers dessins scouts jusqu'à ces toiles abstraites, le chemin parcouru révèle une incroyable aptitude au changement. Grâce à des maîtres successifs, utilisés puis dépassés, Hergé a même tant évolué que la bande dessinée ne parvient plus à le satisfaire. En 1978, il tente de concilier sa passion de l'art moderne et Tintin, en situant dans les milieux de la peinture la dernière aventure de son héros, Tintin et l'Alphard. La maladie, mais sans doute aussi l'impossibilité de cette synthèse, l'empêcheront de pousser le projet au-delà de 3 crayonnés et de quelques esquisses. Il avait un fond d'inquiétude. D'ailleurs, c'était sa forme intellectuelle, un fond d'inquiétude dans tout, qui est nécessaire à tout artiste d'ailleurs, mais lui, il avait un degré étonnant. C'est l'inquiétude. Et puis alors, le fait qu'il sentait que l'homme n'atteint jamais la perfection, ça l'attristait. Il voulait plus toujours. Et dans le domaine de la philosophie aussi, il voulait plus. Mais ça ne s'appelle pas le bonheur, ça n'est pas... il n'a jamais su goûter à la vie comme un être normal, je dirais, peut y goûter. Chaque fois, il y avait un tracas qui se mêlait à ces formes de bonheur, ou cette tentative de recherche du bonheur. Je ne sais pas si la chose sera admise, mais enfin voilà, c'est mon sentiment.